Donc, bonjour à tous et bienvenue à vous sur LL8 TV. Laisse pousser tes ailes, fais briller ton soleil. Je vous enregistre aujourd'hui une courte vidéo dans le cadre du partenariat que j'ai avec Famille TV. Famille TV, la TV des familles qui cultivent le bonheur, est une autre web TV avec laquelle j'ai un partenariat en cours depuis 2016. Et nous proposons régulièrement des émissions en équipe sur un thème commun. Pour ce mois-ci, Famille TV nous a proposé de réfléchir ensemble à la confiance en soi, comment développer la confiance en soi chez l'enfant, mais aussi au sein de la famille. Et j'ai choisi pour ce thème de l'aborder d'une manière un peu particulière, puisqu'on va parler de l'importance de développer la confiance en soi dans les familles au sein desquelles se trouve un enfant handicapé, que ce soit la confiance en soi chez cet enfant ou la confiance en soi chez ceux qui accompagnent cet enfant dans sa croissance. Pour ça, je suis en compagnie de deux lumineuses invitées. La première que vous avez pu découvrir il y a peu de temps sur la chaîne, c'est Sandrine Eiferman Soutarsson, qui nous avait parlé de sa jolie association qui s'appelle Quand un sourire suffit. Alors, merci Sandrine d'être là à nouveau. Merci à vous. Et puis, une nouvelle, une autre Sylvie que vous n'avez encore pas vue sur ma chaîne. Elle s'appelle Sylvie Béranguier. Elle est thérapeute. Et je vais la laisser se présenter elle-même et vous expliquer justement pourquoi elle est présente dans cette émission et à quel titre elle y a toute sa place. Alors, vas-y Sylvie, la parole est à toi. Merci beaucoup Sylvie. Oui, je m'appelle Sylvie Béringuier, je suis thérapeute, je fais de l'accompagnement psycho-émotionnel et je suis soutien aidant familial. Donc on me demande souvent ce que veut dire soutien aidant familial et en fin de compte, c'est soutenir les personnes dans l'épreuve qu'elles peuvent vivre, agréable ou qu'elles ne soient pas agréables. Parce que le bonheur, c'est pas toujours confortable. Avoir un enfant au moment de l'accouchement, c'est pas du tout confortable. Par contre, le bonheur est à la clé. Donc, effectivement, il peut y avoir des périodes dans notre vie qui ne sont pas du tout confortables et pourtant le bonheur est au rendez-vous. Et quelquefois, ce bonheur prend des tournures que l'on n'a pas entendues, que l'on n'a pas attendues. Ça prend des tournures un petit peu différentes. Au début, la vie se passe magnifiquement bien. Et à un moment, il y a un petit peu une grisaille, un peu quelques pas sur le sable mouillé, comme une femme a fait un magnifique livre dessus. Et là, il y a quelque chose qui n'est pas à sa place, qui est pas totalement parfait. Et là, d'un coup, ce bonheur qui n'est pas totalement parfait, il vient un peu répondre. Et là, d'un coup, c'est des questions existentielles qui arrivent. Mais pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi j'ai ça? Et en fin de compte, je suis devenue thérapeute tout simplement parce que j'ai vécu ça moi-même. J'ai été aidant familial dès l'âge de 9 ans. Et en fin de compte, je me suis accompagnée en accompagnant en fin de compte une personne malade et ça a été tout à fait naturel pour moi. Des années en passant par différents métiers, d'accompagner ensuite les personnes parce que je comprenais ce qu'était un deuil, parce que je l'avais vécu à 4 reprises et depuis très jeune. Je comprenais ce qu'était la maladie, parce que j'ai accompagné. Je comprenais ce qu'était une maladie neurologique, parce que moi-même, je suis malade, tout en étant aussi thérapeute. J'ai aussi mes propres maladies à accompagner, tout en accompagnant les personnes. Et au fur et à mesure, j'ai rencontré Sandrine, que j'ai accompagnée, et j'ai rencontré Léna, surtout, qui est juste un soleil. Moi, c'est une poupée, une princesse, je l'appelle ma princesse Léna, qui donne des ailes extraordinaires. Et c'est des personnes, en fin de compte, qui ont des difficultés à un moment de leur vie ou de notre vie. On se rend compte qu'en fin de compte, on a des ressources extraordinaires en nous. Et on n'arrive pas trop à aller les chercher parce qu'on est tellement bousculé par ce que l'on vit, par ce raz-de-marée, par ce tsunami, qu'on perd totalement la compréhension de ses propres ressources. Et à un moment, en se posant, en se déposant et en libérant la parole,
on arrive pas à pas à retrouver ses propres ressources. Et donc, en fin de compte, mon travail, c'est simplement redéclencher les ressources et le potentiel que la personne a en elle-même. Et elle s'en est coupée un temps parce qu'un tsunami est venu, en fin de compte, tout dévaster. Donc voilà, mon accompagnement, mon métier et je dirais plutôt ma vie, c'est ça, depuis toujours, puisque j'ai 53 ans et je fais ça depuis l'âge de 9 ans. Donc ça fait un petit moment, en fin de compte, que je soutiens les personnes. Merci Sylvie pour ces explications. De toute façon, les gens auront sûrement l'occasion de te découvrir Bien sûr. plus en détail dans une autre émission. Mm. Est-ce que tu peux peut-être préciser en quoi justement la confiance en soi et la restauration de cette confiance en soi sont particulièrement importantes dans l'accompagnement des familles où il y a un handicap qui est présent? Bah, en fin de compte, quand il y a un handicap qui est présent, la personne, sur le moment, pense qu'elle ne va pas savoir, que c'est trop gros pour elle, que Donc le parent. c'est ça, que c'est trop gros pour elle, que de toute façon elle n'est pas du tout équipée pour ça, qu'elle n'est pas préparée pour ça. Donc en fin de compte, avant d'accueillir le handicap de cet enfant, il faut déjà faire le deuil de l'enfant que l'on aurait souhaité avoir, du projet familial que l'on s'était fait dans cette idée, de dire, d'imaginer en fin de compte tout son parcours de vie avec cet enfant, passer par le deuil. Donc là, c'est la première chose. Déjà, il faut faire son deuil pour pouvoir accueillir, en fin de compte, cet enfant tel qu'il est et non pas tel qu'on aurait aimé qu'il soit. Parce que c'est un fait, il est là, il est comme il est. Et une fois on est arrivé à faire son deuil de l'enfant que l'on désirait, de cette partie-là, de cet amour de cette femme et de cet homme qui s'est concrétisé par un enfant, et que d'un coup, cet enfant ne répond pas au désir de ce projet de vie, en faisant son deuil, on accueille l'être tel qu'il est et pas tel qu'on aimerait qu'il soit. Et quand on accueille l'être, on accueille l'amour qui est dans cet être. Et en même temps, on accueille l'amour que l'on a pour cet être. Et là, alors là, ça devient juste magique. Ça devient juste magique parce qu'on le prend tel qu'il est. Et à ce moment-là, on prend en même temps l'apprentissage qu'il y a de cet enfant que l'on accueille. Et, et ça passe réellement par le deuil. Mais c'est aussi le deuil de tout ce que l'on a appris, de toute son éducation, de tout son conditionnement aussi, de sa famille, de ses croyances, le deuil des amis, parce qu'automatiquement, on va perdre des amis. On va perdre des personnes dans notre entourage parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne savent pas comment aborder, en fin de compte, cette souffrance que d'un coup qui arrive dans notre vie. Et, et là, d'un coup, moi, je vois quand j'ai été moi-même confrontée à la maladie de mon parent, la maison était riche de plein de monde et quand la maladie est apparue, on les comptait sur les doigts d'une main. Et là, d'un coup, on se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça change? Pourquoi d'un coup, on était tous heureux, on était tous ensemble, et là, d'un coup, parce que sous prétexte qu'il y a quelqu'un de malade, on n'a plus le droit de faire la fête, on n'a plus le droit d'être heureux, on n'a plus le droit de jouer, on n'a plus le droit de s'amuser, tout se transforme. Et là, c'est rajouter de la souffrance à la souffrance. Et ça, c'est juste pas possible. Et donc, en fin de compte, la maladie, c'est déjà un gros paquet. Donc, c'est pas la peine de rajouter en plus de la tristesse à la maladie. La maladie peut être joyeuse, la maladie peut être gaie, la maladie et le handicap peuvent être gais. Parce que les actions qui sont à faire pour accompagner l'enfant handicapé ou malade, ça c'est un fait. Et il y a des professionnels pour ça. Mais c'est pas la peine de le faire d'une façon morose. On n'est pas obligé de s'enterrer et d'être malheureux. On n'est pas cette maladie. On n'est pas ce handicap. On n'a pas à s'approprier ce que l'on a. Quand j'accompagne une personne, il y a dans mon cabinet, il y a une symbolique avec des coussins et les gens posent leurs pieds dessus. Et cette symbolique, c'est ils posent et ils déposent leur fardeau sur ce coussin. Leur fardeau ne m'appartient pas.
Et c'est parce que ça ne m'appartient pas que je peux entendre ce qu'ils ont à dire et que je peux les accompagner dans ce qu'ils ont à dire. Et donc, de quel droit je vais m'approprier leur souffrance? De quel droit je vais m'approprier sous prétexte que moi-même j'ai connu des deuils, que j'ai connu la maladie, que moi-même je connais la maladie? De quel deuil je vais m'approprier leur souffrance? Mais je n'ai pas du tout à m'approprier leur souffrance. Ce qu'ils vivent ne m'appartient pas. Mais par contre, arriver à décrypter et à reformuler ce qu'ils vivent leur permettre de prendre de la distance sur ce qu'ils vivent et à ce moment-là élargir leur comment leur perception, leur vision, leurs sensations et trouver en fin de compte au contraire de quoi rebondir et de trouver en fin de compte une forme de créativité et de douceur sur l'accompagnement qu'ils ont à faire auprès de leur être aimé, qui peut être un parent, qui peut être un enfant, qui peut être un conjoint, et qui peut être eux-mêmes, parce que j'accompagne aussi des personnes qui sont malades, et il faut faire aussi le deuil de sa santé quand on est malade. Et c'est pas simple de faire le deuil de sa santé. Et, et en fin de compte, à chaque fois, de trouver un sens à chaque chose. C'est en fin de compte le manque de sens qui fait souffrir. Dès qu'on trouve le sens à ce que l'on fait, à ce moment-là, on trouve la ressource qui va avec. Et là, on a la sensation qu'on peut, mais alors totalement déplacer des montagnes. Parce que là, le sens, il est juste. Ce qui est difficile, c'est quand on prend ça comme une injustice. Si c'est injuste, là, c'est tout qui vient, c'est la colère, c'est tout. Mais au moment où on passe le côté de l'injustice et on passe à l'action, à ce moment-là, on trouve des solutions. Et chaque problème devient une opportunité à une solution de venir. Et ça, c'est magique parce que ça crée du dynamisme, ça crée du lien. Et on se permet à ce moment-là de demander de l'aide. On se permet de dire oui, j'ai cette vulnérabilité là aujourd'hui et j'ai besoin d'aide. Et le fait de parler de sa propre vulnérabilité, ça, et moi-même, je parle de ma propre vulnérabilité, parce que là, je suis en train de parler de, bon, sans décrire ce qu'est ma maladie, mais je parle aussi de ma vulnérabilité, et en parlant de ma vulnérabilité, ça rend le côté thérapeute, le côté le terme, c'est plus sacré en fin de compte. Je suis pas celle qui sait. Voilà, merci. Je suis pas celle qui sait. Je suis celle qui peut justement juste replacer les choses dans le contexte et de dire bon, maintenant c'est comme ça, c'est un fait. On fait quoi avec ça? Quelle richesse, quelle solution? Parce que enfant, tu as grandi, tu es devenue une adulte, mais enfant, tu es tombé à plusieurs reprises avant de savoir marcher. Et tu t'es pas arrêté de marcher parce que tu es tombé. Non, tu as recommencé. Et en fin de compte, l'échec fait partie de la réussite. Et c'est un pas, puis un autre, puis un autre. Et tu te compte que ça faisait mal en tombant. Et donc, tu as appris de tes chutes. Et à chaque fois, tu devenais plus forte et plus savant de chaque petite chose. Et en fin de compte, c'est revenir à son enfant intérieur et aller revenir à ses ressources intérieures pour accompagner justement l'être aimé qui est en souffrance aujourd'hui. C'est ça, en fin de compte, la confiance en soi. C'est vraiment aller retrouver cette partie de soi qui est totalement savant et qui n'a aucune condition d'éducation qui vient altérer ce savoir. Et c'est ça, en fin de compte, c'est comme ça que j'accompagne les personnes. Je te remercie Sylvie et puis je vais laisser Sandrine réagir à ce que tu as dit parce que je pense qu'elle doit bien se reconnaître dans cette transformation que tu décris entre le moment où on se sent démuni, seul, dépassé. Elle en a parlé dans la première émission qu'on a faite ensemble. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vue, Sandrine est la maman de Leïna qui est une petite fille atteinte du syndrome de Rett et elle est aussi la présidente d'une belle association qui s'appelle Quand un sourire suffit qui s'est donné pour but de témoigner qu'on peut vivre le handicap dans la joie, que c'est pas justement un
fardeau et quelque chose dont on doit se sentir victime. Et elle avait parlé justement au début de l'émission de ce qu'elle a vécu donc quand elle apprend le handicap de sa fille, qui n'a pas été découvert tout de suite à la naissance, de ce besoin d'aide qu'elle a ressenti, qui l'a amené à se faire épauler et puis aussi après à créer l'association. Et donc, j'ai envie de lui laisser la parole pour qu'elle nous explique comment ça s'est passé pour elle, comment elle a retrouvé la confiance en soi et comment elle aide aussi au quotidien sa fille à garder confiance en elle, bien que son corps perde des capacités un peu plus chaque jour. Alors, effectivement, hein, entendre Sylvie tout de suite, ça fait écho. J'ai de la chance. Moi, j'ai Sylvie qui m'a accompagnée. Mais c'est aussi très difficile de passer la peur de déranger. Quand on est face au handicap, on se sent seul, on a l'impression qu'on est seul et qu'on doit faire ça seul. Et clairement, c'est dur, c'est quasiment impossible. J'ai beaucoup d'admiration pour celles qui s'obligent à vivre ça seule. Et on va dire que c'est un peu mon manque de confiance en moi qui m'a boostée pour le trouver. J'avais conscience que j'avais un manque de confiance en moi. J'en avais conscience bien avant d'avoir ma petite fille. Et donc, ce manque de confiance en moi, je le chéris. Cette peur, je la chéris. Parce que maintenant que je me rends compte qu'elle existe, je peux faire face à elle. Je peux lui dire, OK, je dois faire avec toi, mais pas toute seule. Et clairement, c'est cette conscience de son manque de confiance en soi qui fait qu'on va pouvoir trouver des ressources extérieures et intérieures. Alors, d'abord extérieures, parce que grâce à l'extérieur, on va pouvoir éclairer les ressources intérieures, surtout quand on a un manque de confiance en soi, et y arriver, se dépasser. Et il m'est arrivé souvent de me poser avec ma fille, parce que parfois, mon manque de confiance en moi, il est plus fort. Et elle le vit, elle aussi. On dit souvent, les enfants sont comme des éponges au niveau émotionnel. Et donc, à ce moment-là, tout de suite, je me remets en question. Je me dis, ouh là, je suis dans les vagues du manque de confiance en moi. Il va falloir que je trouve quelque chose. Et première chose que je fais maintenant, c'est Leïna, viens me voir. Et je lui parle. Et je lui dis, là, maman, moi, je n'ai pas confiance en moi. J'ai peur de ne pas y arriver. Mais l'amour que je te porte fait que je vais faire tout ce qui est en mon possible, tout ce dont j'ai entendu parler autour de moi, pour y arriver. Parce que tu es forte, tu es une enfant merveilleuse, que tu m'apportes énormément et que tu vaux le coup. Et que je vaux le coup. Et qu'on vaut le coup toutes les deux. Et donc, j'ai souvent des amis, des mamans, des personnes qui me rencontrent et qui me disent « Mais comment tu fais ?» Comment je fais? Comment je fais? Ben, je prends soin de moi, je m'occupe de moi, j'essaie de me faire plaisir, parce que si je ne fais pas ça au minimum, je n'y arriverai pas. C'est tout. Et donc, si je prends cette conscience de moi, je peux envisager avoir confiance en moi. Mais si j'ai pas conscience de moi, si je m'oublie, si je suis dans une dynamique de sacrifice, je me sacrifie pour mon enfant, pour la personne que j'accompagne, eh bien je m'oublie et je peux pas l'aider. Et mon but, c'est quand même de l'aider, ma fille. Et dans le handicap, on n'a pas le choix d'avoir confiance en soi. J'ai beaucoup de mes amis qui me disent « Mais comment tu fais pour avoir confiance en toi? Comment tu fais pour faire ça ?» Eh bien, je leur dis je regarde ma fille et je me dis « Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire ?» Et là, on a de la chance, mais il y a plein de solutions. Il y a plein de solutions pour aider nos enfants. Et si je peux donner un conseil, c'est faites-vous accompagner. Parce qu'on peut y arriver tout seul, hein, bien sûr, hein, mais quel prix? L'épuisement, c'est dur, c'est très dur. Et donc, pensez aux associations, aux thérapeutes, aux professionnels du handicap et de la maladie.
les réseaux sociaux, les autres parents. Osez dire, moi je suis parent d'un enfant avec un handicap. Même quand vous êtes en pleine réunion pro, pouf, ça sort de nulle part. Mais en même temps, c'est une richesse. Ça veut dire que vous êtes riche d'une expérience que pas beaucoup de personnes vivent. Et si en plus de ça, vous osez, ça veut dire que pas beaucoup de personnes vivent avec le sourire, avec le fait de oser. Oser, vraiment. Et donc, se faire confiance, avoir confiance en soi, pour moi, c'est une donnée juste inévitable pour faire face au handicap. Et quand on ne l'a pas, ce que je n'ai pas non plus, hein, on me dit, mais comment tu fais pour avoir confiance en toi? Je fais, j'essaye. J'essaye juste d'avoir confiance en moi. Je n'ai pas confiance en moi, mais j'y travaille. J'ai envie. J'ai envie d'avoir confiance en moi. Donc voilà, c'est vraiment ce qui m'aide, c'est de me dire qu'est-ce que j'ai à y perdre. L'humiliation, la honte, les regrets, tout ça, tout ci. Qu'est-ce que ça pèse à côté d'une petite fille avec un handicap et qui parvient à sourire malgré ça? Ça pèse rien du tout. Donc Mais si voilà. je vous écoute l'une et l'autre, votre clé, c'est la sincérité, c'est la transparence avec soi et avec l'autre. C'est-à-dire, je reconnais mes émotions, je reconnais ma sensation de ne pas m'en sortir, je reconnais mes peurs, je reconnais mes angoisses, je reconnais tout ce qui m'apparaît comme des limites. Et une fois que tout ça est posé sur le coussin, comme l'a très bien dit Sylvie, j'aimais bien j'ai failli dire cette symphonie, j'aimais bien cette symbolique. Voilà, une fois que ça s'est posé, eh ben, je peux passer à autre chose. Je peux passer à ce qu'a évoqué Sandrine, à savoir le fait que peut-être j'ai des ressources insoupçonnées et que ces personnes qui me demandent comment tu fais auraient les mêmes si elles étaient dans la même situation. C'est juste qu'elles ne sont pas dans cette situation, donc elles ne sont pas obligées d'aller puiser dans leurs ressources. Et puisque Sandrine, tu encourageais les parents d'enfants handicapés à se faire accompagner, je vous pose la question à toutes les deux. Je ne sais pas qui a la réponse la plus complète. Comment est-ce qu'on trouve de l'aide? Est-ce qu'il y a des structures qui recensent les thérapeutes, par exemple, ou les structures d'aide possible? Où est-ce qu'on va chercher l'information? Toi, Sandrine, tu étais déjà professionnellement dans le domaine de l'information, mais si on est un parent pas du tout au courant, qui maîtrise pas les techniques de recherche, etc. Où est-ce qu'on va chercher de l'aide? Où est-ce qu'on trouve le thérapeute qui va nous permettre de nous faire accompagner, épauler, de poser toutes ces choses qu'on a posées? Voilà, où est-ce qu'on va chercher cette info? Laquelle d'entre vous? Je vais répondre que il y a des structures. Elles valent ce qu'elles valent actuellement, mais elles existent. C'est un premier pas. Des Alors structures quoi, par comme exemple? la maison départementale du handicap. La maison départementale du handicap, ça fait partie de son travail. C'est l'une de ses compétences. Et si vous y allez avec le sourire, je peux vous assurer qu'ils vont vous répondre. Et ils vont vous répondre avec ce qu'ils ont. Il y a la CAF aussi, la mairie de votre ville, l'assistante sociale. Il y a le voisin. Il y a aussi la famille. On n'ose pas parler quand on est confronté au handicap. Donc, il y a des structures qui existent. Si on n'utilise pas Internet, donc il y a la mairie qui va recenser toutes les associations. Il y a aussi des journaux spécialisés. Et puis, quand on va chez notre docteur, alors, il a des contacts, il a un réseau. Il est peut-être tout petit son réseau, mais il en a un. Et puis ensuite, il y a le téléphone. On appelle l'hôpital du coin. On ose, on demande. Ils ont les informations et ils attendent que ça de nous aider. La seule chose, c'est qu'ils ne peuvent pas venir à nous. Parce que tout simplement, si on ne demande pas à l'aide, eh bien, on ne sait pas qu'on a besoin d'aide. Et moi, je veux que ma fille puisse savoir que quand elle demande de l'aide, elle peut en avoir. Donc, si je ne lui montre pas l'exemple, si je n'ose pas demander de l'aide, comment voulez-vous qu'elle, elle ose en demander? Donc, à partir de là, il faut oser demander. Et parfois, on me dit, oui, mais la MDPH, elle est loin. Oui, mais si, mais ça, c'est loin, c'est loin, c'est loin. D'accord, oui. Sauf que, à part si on vit au fin fond d'une forêt, il y a un voisin, il y a une voisine. Et il y a des occasions comme la fête des voisins, si on n'ose pas toquer à la porte des gens.
Et il y a, comme je le dis, la mairie. On a de la chance d'avoir à la mairie de la Ferté-sous-Jouarre une équipe d'élus investis. Mais je suis sûre que c'est la même chose dans beaucoup de villes. Parce que dès qu'on parle humain, d'humain à humain, on a un écho. Et, euh, et donc, c'est même mieux d'utiliser ça que de passer par les réseaux sociaux dès le départ. Les réseaux sociaux, c'est facile. On se voit pas, on n'est pas obligé de dire son nom, son prénom. On peut parler avec des gens du monde entier. Mais il y a cette dimension humaine qui est juste hyper importante de toute façon, qu'il faut à un moment ou à un autre euh, faire, y avoir accès. Et si on n'y arrive pas, c'est là où ça va être vraiment très dur. Il y a vraiment un profil de famille qui est très difficile à aider, c'est ceux qui ne demandent pas d'aide, ceux qui ne cherchent pas à avoir de l'aide et pourtant qui souffrent. Mais ceux-là, on ne peut pas les aider. Donc si vous êtes dans la dynamique où vous voulez faire quelque chose, vous voulez avoir droit à de l'aide et tout ça, eh bien, il suffit de parler. Voilà. Merci Sandrine. Alors du coup, je pose aussi la question à Sylvie. Est-ce que tu sais si, en tant que thérapeute, en tant qu'aidant de famille où il y a, comme tu disais, un malade ou un handicap ou le type de personne que toi tu accompagnes, est-ce que vous êtes recensé quelque part? Est-ce qu'il y a une plateforme? Non, malheureusement, les personnes, en fin de compte, que j'accompagne me sont envoyées par les professionnels de santé, donc beaucoup d'orthophonistes, de médecins, de kinés, et cette personne, mais ça manque cruellement. Et effectivement, le lien associatif permet effectivement de recentrer et de fédérer cela, mais c'est très, 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 très difficile en fin de compte, parce que en fin de compte, il y a plein de savoirs partout. Il y a plein de gens qui ont des savoirs extraordinaires de par leur parcours de vie personnel. Et à un moment, ils se sont dit, bah, tiens, moi, je suis arrivée à faire ça. Bon, après, qu'ils apprennent leur métier de thérapeute, mais qu'ils associent, en fin de compte, leur expérience personnelle au métier d'accompagnement et de relation d'aide. Et en fin de compte, c'est très éparse tout ça. Il n'y a pas réellement, tout simplement parce que il y a aussi je dirais une certaine crainte, une certaine peur. Oui, mais c'est pas reconnu par le médical. Oui, mais ils sont pas médecins. Oui, mais ils sont pas psychologues. Oui, mais ils sont pas certifiés. Et donc, en fin de compte, le fait qu'il faut il y a une phrase que j'aime beaucoup dans un des livres de Eric Emmanuel Schmitt, la vie, elle n'est pas certifiée. Ce qui est certifié, c'est que 1 et 1 fait 2. La vie, elle propose. Et en fin de compte, si on en reste simplement à ce qui est certifié, on va se couper d'énormément de possibilités parce que c'est l'expérience humaine avec, bien sûr, la compréhension de ce qu'est le métier de relation d'aide et d'accompagnement, parce que ça doit s'apprendre. Mais par contre, rien ne remplacera l'expérience. Et c'est vraiment cette expérience conjuguée à l'apprentissage du métier de relation d'aide qui fait que la personne sait écouter, parce qu'elle comprend. Elle comprend totalement et très vite la souffrance de l'autre. C'est pas pour autant, encore une fois, que la souffrance de l'autre est sa souffrance. Hein. Là, si c'est le cas, il faut aller vite consulter. Hein. Mais là, c'est vraiment très, très important. Et malheureusement, comme ce n'est pas parce que je ne sais pas ce qui nous est arrivé dans notre société, mais on veut que tout soit certifié. On veut que tout soit scientifiquement prouvé. Mais la vie, elle se vit, elle n'est pas scientifiquement prouvée. C'est juste une expérience. Donc, c'est très difficile d'aller à chaque fois sur tout ce qui est scientifiquement prouvé. Et là, du coup, ben, les gens n'osent pas, même les thérapeutes, n'osent pas se mettre en avant parce que, ah oui, mais alors attention, je vais me faire allumer, je vais me faire taper sur les doigts, on va dire que je fais de la médecine, comment on dit le terme, de l'action médicale pas reconnue, etc. Alors que c'est pas du tout ça. C'est juste accompagner la personne à libérer la parole. Et donc, juste lui dire, oui, vous êtes importante, oui, vous souffrez, et votre souffrance, c'est pas n'importe quoi. Et donc, je suis là pour vous aider à entendre votre souffrance et à vous permettre surtout de vous
de l'entendre, votre souffrance, et de reconnaître que vous souffrez. Parce que plus vous allez entendre votre souffrance, plus vous allez vous la reconnaître, plus vous allez, en fin de compte, accepter de la câliner, cette souffrance, de la rassurer, de lui laisser sa part, parce que il faut surtout pas la nier, cette souffrance, elle est importante. Parce que dans la souffrance, il y a la non-souffrance. Dans la peine, il y a la joie. Dans la colère, il y a l'amour. Et si on porte son attention que sur l'amour, que sur la joie, que sur la non-souffrance, en fin de compte, on va donner de la même force à son opposé. Et le jour où on sera moins en forme, ça va nous tomber dessus et on n'aura rien compris. Donc, il faut surtout pas, en fin de compte, c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de... la dictature du bien-être, ça me mérisse un petit peu le poil, parce que, non, le bien-être à tout prix, si on n'a pas conscience que le mal-être existe, on ne peut pas aller vers le bien-être. C'est juste impossible. Donc, il faut aller dorloter, rassurer, réconforter cette part de mal-être pour justement poser son curseur sur le bien-être. Mais si on n'a pas conscience que l'on souffre, comment peut-on avoir conscience de ce que c'est la non-souffrance? Ça va être juste un concept. Alors, on pourra bien le certifier ISO, tout ce que l'on veut, mais ça restera un concept. Donc là, il faut vraiment aller visiter cette part d'ombre pour aller vers la part de lumière. Donc c'est pour ça qu'il est très difficile, en fin de compte, d'aller, de trouver des thérapeutes si on ne recherche pas. C'est très difficile. Et moi, quand j'ai été confrontée et quand j'ai été confrontée à la maladie d'un parent, Internet n'existait pas, puisque quand j'ai été confrontée, j'avais 9 ans, j'en ai 53, donc à cette époque-là, l'Internet n'existait pas. Ben là, on se sentait, il n'y avait que les médecins, donc il n'y avait que le savoir ultime. Et automatiquement, des personnes qui pouvaient avoir une approche peut-être plus douce, peut-être plus moins académique, elles n'étaient pas du tout entendues. Et là, effectivement, on allait que vers les personnes qui étaient scientifiquement reconnues. Mais l'humain, il n'est pas une expérience scientifique. Voilà, Donc, je te remercie, Sylvie. Je te remercie parce que je sens que tu pourrais en parler encore longtemps, mais tu vas avoir l'occasion de faire ça dans l'émission qu'on fera toutes les trois ensemble le 1er juillet. Donc justement, si vous avez d'autres questions, d'autres expériences que vous voulez partager avec Sandrine ou avec Sylvie par rapport à l'accompagnement du handicap ou de la maladie, puisque comme l'a raconté, l'a bien exprimé Sylvie, il y a toutes sortes de difficultés avec finalement des trajectoires parallèles. Donc voilà, il y a une émission qu'on va faire le 1er juillet à 21h qui s'appellera probablement, le titre provisoire pour l'instant, c'est Vivre le handicap dans la joie, c'est possible, mais c'est valable aussi justement pour la maladie. Donc si vous avez des témoignages ou des questions que vous voulez poser à cette occasion, vous pouvez interagir dans l'émission du 1er juillet ou la regarder en replay et poser vos questions et commentaires dessous. En tout cas, je vous remercie toutes les deux pour votre apport. Voilà, et puis je vous remercie de revenir justement pour l'émission de dimanche 1er juillet où on pourra vous entendre plus longuement et interagir avec vous en direct. Et je remets évidemment en dessous de cette vidéo tous les liens donc vers l'association et la page de Sandrine et puis aussi vers le site et la page de Sylvie que vous n'aviez pas pu voir encore mais que vous allez retrouver à d'autres occasions sur la chaîne. Voilà, merci à toutes les deux. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.